Bonjour, nous allons voir maintenant le dernier cours de la première partie du module de biologie moléculaire du 5e semestre de la filière SVI, et ce cours concerne quelques notions sur les mutations. Tout d'abord, on va voir quelques définitions. On appelle une mutation tout changement qui survient au niveau du matériel génétique. Donc, y compris par exemple les anomalies du nombre de chromosomes, par exemple chez un organisme eucaryote. Mais dans ce cours, on va s'intéresser plus aux mutations qui ont lieu au niveau des séquences d'ADN. Alors, une mutation, elle a certainement une cause, mais lorsque cette cause elle est indéterminée, on dit qu'elle est apparue de façon spontanée, et on dit que la mutation est spontanée. Lorsqu'on expose de façon délibérée un individu à un agent mutagène, donc l'agent mutagène va créer des mutations, donc on induit la mutation, et dans ce cas, on dit que la mutation, elle est induite. Et finalement, lorsque on cible la mutation, c'est-à-dire lorsqu'on détermine les nucléotides qu'on veut délibérément changer, on dit que la mutation, elle est dirigée. Alors une mutation, ça peut remplacer un nucléotide par un autre, ou une paire de bases par une autre. On dit que c'est une substitution. Elle peut correspondre à l'addition d'un ou de plusieurs nucléotides. Dans ce cas, on dit que la mutation est une insertion. Et finalement, elle peut correspondre à la soustraction d'un ou de plusieurs nucléotides. Et on dit que, dans ce cas-là, la mutation est une délétion. Alors, dans certains cas, on assiste à ce qu'on appelle une inversion. Ça veut dire qu'un fragment chromosomique est inversé. Ça veut dire qu'il se place dans le sens inverse de son sens normal. Alors, quand la mutation concerne une seule paire de bases, que ce soit une substitution, insertion ou délétion, on dit qu'elle est ponctuelle. Alors, la substitution, c'est quoi? C'est lorsqu'un nucléotide est remplacé par un autre. Donc, lorsqu'on remplace une base purique par une base purique, ou bien une base pyrimidique par une autre base pyrimidique, on dit que la mutation est une transition. Lorsque la mutation substitue une base pyrimidique par une base purique, ou l'inverse, on dit que c'est une transversion. Alors la mutation peut entraîner bien sûr un changement du phénotype et l'apparition de ce qu'on appelle un mutant. Donc un mutant, c'est tout simplement un individu qui a perdu le phénotype sauvage. Alors la mutation n'entraîne pas forcément le changement du phénotype, comme on va le voir, mais dans la plupart des cas, elle induit ce changement de phénotype. Comme par exemple la mutation a un incident sur la séquence peptidique d'une enzyme. Si les acides aminés changés ne sont pas essentiels à l'activité enzymatique, l'individu peut garder le phénotype sauvage et donc on ne le voit pas. On ne détecte pas l'apparition du mutant. Alors, en ce qui concerne les causes des mutations, alors premièrement, ça peut survenir suite à une erreur au cours de la réplication. Donc ça arrive quand les enzymes intervenant dans la réplication, ils peuvent commettre des erreurs et au lieu de ramener un nucléotide,
au lieu d'incorporer un nucléotide dans le bras néosynthétisé, ils peuvent incorporer un autre. Ou alors la mutation peut être causée par un agent mutagène. Un agent mutagène, c'est un agent physique ou chimique qui induit l'apparition d'une mutation. On va donc tout d'abord parler de quelques agents mutagènes. Alors il y en a des dizaines, surtout les agents chimiques. Mais on va en parler de quelques-uns. Alors tout d'abord, comme agent physique, le facteur le plus connu, ce sont les rayons ultraviolets. Alors, lorsque l'ADN ou le matériel génétique est exposé aux rayons ultraviolets, ces derniers peuvent causer la formation de liaisons covalentes entre deux thymines lorsqu'elles sont l'une à côté de l'autre au niveau de l'ADN. Il faut rappeler ici que dans une chaîne nucléotidique, la liaison covalente existe entre le sucre et le phosphate. Il n'y a pas de liaison covalente entre deux bases azotées adjacentes. Mais lorsqu'il y a deux thymines adjacentes, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, il y a les rayons ultraviolets. Ces rayons ultraviolets causent la formation de liaisons covalentes entre les deux thymines qui sont l'une à côté de l'autre. Et ça donne ce qu'on appelle un dimère de thymine, c'est-à-dire une seule molécule qui est formée par deux molécules de thymine. Et ces dimères de thymine, s'ils persistent au niveau de l'ADN, elles vont causer des mutations au cours du cycle de réplication suivant. Et donc ces dimères de thymine doivent être réparés. Comme agent mutagène chimique, on va citer ici deux molécules qui sont les acridines et les proflavines. Alors les acridines et les proflavines, ce sont des molécules cancérigènes qui ont la capacité de s'intercaler entre deux nucléotides. Ainsi, au cours de la réplication, elles peuvent provoquer soit l'insertion, donc l'addition, ou la délétion, c'est-à-dire soustraction d'une paire de bases. Alors, parmi les agents mutagènes aussi chimiques, on trouve ce qu'on appelle les analogues de base. Alors, les analogues de base, ce sont des molécules dont la structure ressemble à l'une des bases azotées. On va citer ici le cas du 5-bromo-uracile. Donc, c'est un composé dont la structure ressemble à celle de la thymine. Alors, normalement, on sait que la thymine s'hybride à l'adénine. Sauf que le 5-bromo-uracile, il peut exister sous deux formes différentes. Alors, le 5-bromo-uracile sous la forme kéto et le 5-bromo-uracile sous la forme énol. Alors, cette forme, kéto, est capable de s'hybrider à l'adénine, comme dans le cas normal, comme la thymine. Alors que la forme énol, elle est capable de s'hybrider à la guanine, et non pas à l'adénine. Donc, lorsque le 5-bromo-uracile existe dans une cellule, il peut exister soit dans une forme, soit dans l'autre. On va prendre ici un exemple. Donc, on a ici un ADN double brin qui va subir la réplication. Donc, bien sûr, on sait que la réplication, c'est une molécule double brin qui doit donner deux molécules phi, elle aussi double brin, et identique à la molécule mère. Sauf que s'il y a le 5-bromo-uracile dans le milieu, il risque de s'hybrider à cette adénine au cours de la réplication. Donc, à partir de cette molécule mère, on va obtenir une molécule phi normale avec un brin en rouge néosynthétisé. Celui-là est parental,
c'est celui-là, et une autre molécule avec ce brin qui est parental. Le brin néosynthétisé, au lieu de contenir ici une thymine, il va contenir le 5-bromo-uracile. Au cycle de réplication suivant, c'est-à-dire la deuxième réplication, les deux brins ici qui vont se séparer. En face de ce A, sans problème, il y aura une thymine. Mais ce 5-bromo-uracile sous la forme kéto, si par hasard il change, il devient sous la forme énol, l'ADN polymérase va ramener une guanine. Donc dans le brin néosynthétisé ici, on aura, au lieu d'une adénine, on aura une guanine. À troisième réplication, cette guanine sera hybridée à une cytosine dans la nouvelle molécule. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans tout ce cheminement à cause du 5-bromo-uracile et parce qu'il a changé de la forme kéto à la forme énol, on va avoir une mutation ponctuelle par substitution. Donc, la paire de bases AT est devenue la paire de bases GC. Donc, c'est une transition. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé une base purique par une autre base purique, et ici une base pyrimidique par une autre base pyrimidique. Alors maintenant, concernant les phénotypes causés par les mutations, donc l'effet des mutations. Alors l'effet de la mutation dépend de l'endroit du gène ou d'un gène qui a été touché par la mutation. On rappelle qu'un gène, c'est une partie de l'ADN qui contient un promoteur, une partie transcrite en ARN et un terminateur. Donc l'ARN, bien sûr, contient les séquences nécessaires à la traduction. Alors si par exemple la mutation touche le promoteur, ça va empêcher la transcription d'avoir lieu. Donc si le promoteur est muté, il n'y aura pas d'ARN messager et par conséquent il n'y aura pas de polypeptide. Si la mutation ne touche pas le promoteur, par exemple, mais elle touche la séquence de Shine-Dalgarno, dans ce cas-là, il y aura transcription, donc il y aura l'ARN messager, mais à cause de la mutation de la séquence Shine-Dalgarno, il n'y aura pas de traduction et donc il n'y aura pas de polypeptide. Lorsque la mutation touche la phase de lecture ouverte, qui est ici l'ORF, Open Reading Frame, soit il n'y aura pas de polypeptide, soit on aura un polypeptide avec une séquence différente de celle de la séquence peptidique sauvage. Et donc, par conséquent, soit que ce polypeptide mutant a toujours l'activité, ou peut-être il va perdre l'activité. Et dans le cas où il va perdre l'activité, on va détecter le mutant. Alors maintenant, lorsque la mutation touche la phase de lecture ouverte, on va insister ici sur la mutation ponctuelle pour simplifier. Alors, nous avons quelques exemples ici. Tout d'abord, on a là une phase de lecture d'un gène sauvage. Donc, elle commence par le fameux ATG, qui est le codon d'initiation de la traduction, et une série de codons qui va déterminer la séquence peptidique sauvage. Si ce C est substitué par mutation par un A, donc ce sera une mutation ponctuelle par substitution qui n'aura aucune influence sur la séquence peptidique. Alors la séquence ici peptidique du sauvage est identique à la séquence
peptidique de l'ADN muté, ou la donnée produite par l'ADN muté. Pourquoi? Parce que cette substitution a changé le codon ACC en codon ACA. Or, à cause de la dégénérescence du code génétique, ces deux codons, ACC et ACA, tous les deux codent pour la thréonine. Donc, il n'y aura pas de changement de la séquence peptidique. On appelle ça une mutation same sense. Alors, dans un autre cas, si ce A, par exemple, est substitué par un G, ici le codon AAA qui code pour la lysine deviendra codon GAA qui code pour l'acide glutamique. Et donc là, la séquence peptidique sauvage diffère de la séquence peptidique du mutant. C'est une mutation qu'on appelle mutation missense parce qu'elle a changé l'acide aminé. Alors dans cet exemple, troisième exemple de mutation toujours par substitution, on a la substitution de ce A en vert par ici un T. Et donc le codon AGA qui code pour l'arginine deviendra un codon TGA. Et le codon TGA c'est un codon non-sens. Donc cette mutation va causer un arrêt prématuré de la traduction. Donc au lieu que la traduction continue, elle va s'arrêter ici puisqu'elle a donné un codon non-sens. Et la mutation est appelée mutation non-sens. Alors, comme définition de la mutation non-sens, c'est une mutation par substitution qui donne naissance à un codon non-sens. Alors, je précise que là, il y a les mêmes acides aminés qui sont encore. Leur nom est écrit, mais je viens de dire que la traduction s'arrête là. J'ai marqué ces acides aminés uniquement pour dire que la mutation par substitution ne change pas le cadre de lecture. Je veux dire que chez le mutant, la traduction va s'arrêter ici. Chez le mutant, il n'y aura pas les acides aminés thréonine, proline et arginine. Alors le dernier type de mutation ponctuelle qu'on a ici, ce n'est pas une substitution. Dans ces trois cas qu'on a vu, la mutation était une substitution. Là, c'est une addition ici. C'est une addition d'un A avant ce codon, qui est ici en brun. Donc, le fait d'additionner un A, ce codon de la phénylalanine, cette position, ne contiendra plus le codon T, 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 mais plutôt le codon ATT, qui code pour une isoleucine. Et le codon suivant deviendra un codon non-sens. Donc on aura ATT, ATT et TAG qui est là. Et donc ça va provoquer un arrêt de la traduction. Alors c'est une mutation par décalage de cadre de lecture, en anglais mutation frame shift. Par décalage de cadre de lecture, ça veut dire que le cadre de lecture sauvage a été décalé à cause de l'addition de ce nucléotide. Donc on est passé de là à là, on est passé d'une phase de lecture à une autre phase de lecture. Et ce décalage de cadre de lecture a provoqué l'apparition de ce codon non-sens. Et donc, chez ce mutant, on aura un polypeptide plus petit que le polypeptide sauvage. Alors ceci, ce n'est pas une mutation non-sens, la mutation frame shift, même si elle a donné un codon non-sens. Pourquoi? Parce que la mutation non-sens, c'est une mutation par décalage, par substitution, pardon. Je répète, la mutation non-sens, c'est une mutation par substitution.
Et la mutation par substitution ne décale pas le cadre de lecture. Par contre, ici, c'est une addition, ça a provoqué le décalage du cadre de lecture. Donc, une mutation par décalage de cadre de lecture peut donner un polypeptide mutant soit plus petit, soit plus grand que le polypeptide sauvage. Il est plus petit ou plus grand, ceci dépendra de la nouvelle phase de lecture et de la position du nouveau codon non-sens de cette nouvelle phase de lecture. Alors, nous allons parler maintenant des suppressions. Alors, une suppression, c'est tout simplement une mutation qui annule l'effet d'une autre. Donc, on l'appelle soit suppression, on l'appelle aussi réversion. Alors, il faut faire attention. On a un sauvage, un individu sauvage. Il va subir une mutation. Ça va donner un mutant. Ce mutant va subir une deuxième mutation qui va donner un révertant. Alors, c'est quoi un révertant? Un révertant, c'est un mutant qui a retrouvé le phénotype sauvage. Alors, puisque c'est une mutation qui annule l'effet d'une autre mutation, donc on l'appelle une suppression. Il faut faire attention là parce que le mutant va retrouver le phénotype sauvage grâce à une deuxième mutation. Donc cette deuxième mutation, ce n'est pas une réparation de l'ADN. Donc il faut différencier entre suppression et réparation de l'ADN. Chez ce mutant a été obtenu à cause de cette mutation. Cette mutation peut être réparée chez ce mutant par les mécanismes de réparation de l'ADN que possède chaque cellule. C'est différent de la suppression. La suppression, c'est une deuxième mutation qui survient chez le mutant et qui annule l'effet de cette mutation. Alors, dans certains cas, le mutant, il retrouve le phénotype et le génotype sauvage. Ça veut dire que le révertant, elle a le même phénotype et le même génotype que le sauvage. Autrement dit, il retrouve le phénotype, mais aussi il a la même séquence nucléotidique que le sauvage. Dans ce cas-là, on dit que la suppression est totale. Lorsque le révertant, il possède le phénotype sauvage, mais il a toujours une séquence d'ADN qui est différente du sauvage, donc il ne retrouve pas le génotype sauvage. Dans ce cas, on dit que la suppression est partielle. Alors bien sûr, pour obtenir un mutant, la mutation doit toucher un gène. Pour obtenir le révertant, la suppression doit aussi toucher un gène. Alors lorsque la mutation et la suppression touchent le même gène, on dit que la suppression est intragénique. Lorsque la mutation se trouve au niveau d'un gène et la suppression au niveau d'un autre gène, dans ce cas-là, on dit que la suppression est extragénique. Donc, dans la suppression intragénique, le révertant et le sauvage diffèrent par un seul gène. Dans la suppression extragénique, le révertant et le sauvage diffèrent par deux gènes. Nous avons ici un exemple d'une suppression intragénique. Ici, nous avons une séquence d'ADN sauvage
et le polypeptide codé par cette séquence. La mutation, ici, correspond à l'addition de ce G en rouge. C'est une mutation par addition d'un nucléotide. C'est une insertion d'un nucléotide, puisque c'est une insertion. Donc, elle va entraîner un décalage du cadre de lecture. On ne se trouvera plus dans cette phase de lecture à partir de l'endroit où il y avait l'addition. Si on regarde ici, le codon C, G, G est devenu G, C, C. Ce G, il est devenu là, ainsi de suite. Donc, chez le mutant, la séquence peptidique va changer à partir de l'endroit où il y avait l'insertion. Donc ce mutant n'a plus le polypeptide sauvage, donc il n'a plus le phénotype sauvage. Maintenant, si une deuxième mutation survient, qui sera dans notre cas ici, la soustraction de ce G. Si chez le mutant, on soustrait le G par suppression, on n'aura plus le codon GGA, mais on aura le codon GAC qui est là. Et donc, on va retrouver la phase de lecture initiale et on va par conséquent retrouver la séquence peptidique sauvage. Aspartate, glycine, sérine, tyrosine, lysine. La même séquence. Donc, on va obtenir un révertant. Bien sûr, il faut noter que la séquence peptidique du révertant et la séquence peptidique du sauvage sont identiques, sauf dans la région située entre la mutation et la suppression. Ici. Alors, c'est à préciser aussi que on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire la mutation peut être la soustraction de ce G et la suppression, l'addition de ce G. Donc, dans cet exemple, les deux sont valables. On peut considérer que le rouge, c'est la mutation et le bleu, c'est la suppression, comme on peut considérer l'inverse, parce qu'on n'a pas de données qui nous permettent de différencier entre les deux. Pour nous, ici, le plus important, c'est que cette addition et cette soustraction, l'une c'est la mutation, l'autre c'est la suppression. Et que le révertant et le sauvage possèdent la même séquence peptidique, sauf dans la région située entre la mutation et la suppression. Alors bien sûr, ce révertant, qu'est-ce qu'on a dit le révertant? C'est le mutant qui a retrouvé le phénotype sauvage suite à une suppression. Donc ici, on voit que la suppression, elle est partielle, parce que le révertant, elle a le phénotype sauvage, mais elle n'a pas le génotype sauvage. La séquence nucléotidique ici, chez le sauvage, n'est pas la même que la séquence nucléotidique chez le révertant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même génotype, donc dans ce cas-là, c'est une suppression partielle. Et c'est une suppression intragénique. Donc on peut conclure ici que la suppression intragénique peut être soit partielle, soit totale. Dans notre cas, elle est partielle. Pourquoi? Parce que on a retrouvé le phénotype, mais on n'a pas retrouvé le génotype. Les séquences sont toujours différentes entre le révertant et le sauvage. Elle peut aussi être totale. Si elle était totale, la suppression aurait été la soustraction de ce G, et non pas la soustraction de ce G.
Si on garde ce G chez le mutant et on enlève celui-là, on va retrouver exactement la séquence nucléotidique du sauvage. Donc dans ce cas-là, la suppression sera totale. Alors bien sûr aussi, pour que ce révertant ait le phénotype sauvage, il faut que ces acides aminés changés ne soient pas essentiels à l'activité de ce polypeptide. Si les acides aminés changés sont essentiels à l'activité du polypeptide, on ne pourra pas retrouver un révertant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'aura pas le phénotype sauvage. Alors, comme exemple de la suppression extragénique, alors on a dit que la suppression extragénique, c'est une suppression qui a lieu, donc c'est une deuxième mutation, qui a lieu au niveau d'un gène différent de celui qui a subi la mutation. Alors dans cet exemple, nous avons une séquence d'ADN d'un gène quelconque, sauvage, qui a subi une mutation non-sens par substitution de ce C par ce G. Donc ce codon tyrosine va devenir codon THG. Et THG, c'est un codon non-sens. Donc c'est une mutation non-sens par substitution de C par G. Et ça va entraîner un arrêt prématuré de la traduction. C'est-à-dire ici, la traduction va s'arrêter ici. Et donc chez ce mutant, on aura un polypeptide plus petit que le sauvage. Alors, plus loin que ce gène qui a subi la mutation, plus loin dans le génome, on va bien sûr trouver le gène qui code pour l'ARN de transfert de la tyrosine. Alors en parlant du dogme de la biologie moléculaire, on avait dit que tous les gènes ne codent pas pour des polypeptides. Alors, par exemple, les gènes qui codent pour les ARN de transfert ne sont pas traduits. Donc, mais il y a des gènes qui codent pour les ARN de transfert. Et parmi les nucléotides d'un gène qui code pour un ARN de transfert, on trouve les nucléotides qui déterminent l'anticodon. Alors l'anticodon, c'est une combinaison de 3 nucléotides qui se trouvent dans la boucle de l'anticodon de l'ARN de transfert. Et ces 3 nucléotides sont complémentaires au codon. Donc, par exemple, l'ARN de transfert de la tyrosine doit contenir le codon GUA. Alors, ici, c'est l'ADN qui est représenté, c'est pourquoi il y a T. Au niveau de l'ARN, on aura GUA, qui est complémentaire à CAT. Chez le mutant, il y a ici la mutation non-sens. Et l'ARN de transfert, ou le gène de l'ARN de transfert, il est toujours sauvage. Maintenant, si chez ce mutant, cet anticodon subit une mutation de façon à ce que ce G soit substitué par ce C, donc ce gène de l'ARN de transfert qui est lui aussi maintenant muté, il va coder pour un ARN de transfert dont l'anticodon n'est plus GUA, mais plutôt CUA, qui est complémentaire au codon non-sens TAG. Et donc, à cause de cet ARN de transfert muté, qui sera codé par ce gène aussi muté, à cause de cet ARN de transfert, la traduction ne va plus s'arrêter au niveau de ce codon non-sens créé par la mutation, mais elle va continuer. Donc, l'effet de la mutation sera annulé. Donc, cette mutation est considérée comme étant une suppression.
Et c'est une suppression qui est faite par un ARN de transfert suppresseur. Cet ARN de transfert muté est appelé ARN de transfert suppresseur. Pourquoi? Parce qu'il a supprimé l'effet d'une mutation non-sens. Alors généralement, une cellule qui contient un ARN de transfert suppresseur n'est pas, ou une culture surtout bactérienne, n'est pas viable. Pourquoi? Parce que un ARN de transfert suppresseur ne va pas empêcher l'arrêt de la traduction seulement au niveau de cette mutation, mais elle va empêcher l'arrêt de la traduction partout où il y a le codon TAG. Voilà, donc ce sera la fin de ce cours. Je vous remercie.